Merci Héloïse, bonjour à tous. Ravie de vous accueillir pour ce Trajectoire for Good. J'ai le plaisir d'accueillir Nadège Marx, qui est consultante spécialisée sur les sujets carbone et qui fait partie de la communauté People for Impact. Alors rapidement, donc moi je suis Adeline Labelle, responsable de People for Impact, qui est un réseau d'experts indépendants spécialisés dans tous les domaines de la RSE et du développement durable et qui accompagne les entreprises sur des missions ponctuelles d'accompagnement sur tout un tas de thématiques liées aux enjeux RSE. Nadège, est-ce que tu veux nous présenter ton profil et tes expertises en quelques mots? Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Adeline, merci beaucoup déjà de m'avoir proposé d'animer ce webinaire, d'inaugurer cette série de webinaires sur la trajectoire carbone. Donc oui, moi je me suis formée aux enjeux de développement durable plus globalement en 2006, au Master Développement durable et organisation de Dauphine. Et puis, je me suis formée à l'IFC pour tout ce qui est effectivement bilan carbone. Et j'accompagne aujourd'hui les entreprises alors sur leur trajectoire de décarbonation, mais plus globalement, leur permettre de prendre en compte l'ensemble des enjeux de durabilité dans leur stratégie globale d'entreprise. Voilà. Merci Nadège. Alors, je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on parle souvent d'émissions carbone, d'émissions GES. Est-ce que tu peux nous préciser, nous expliquer de quoi on parle? Alors, effectivement, je peux vous expliquer de quoi on parle et peut-être même qu'on va, pour commencer, prendre une définition et après on rentrera dans le détail de chacun des termes. Mais effectivement, quand on parle de bilan carbone, de quoi il s'agit, en fait, on va aller, quand on fait un bilan carbone, comptabiliser l'ensemble des gaz à effet de serre qui sont induits, c'est-à-dire qui sont générés par une entreprise. En fait, aujourd'hui, les entreprises, elles ont plutôt l'habitude de compter tout en euros, en flux financiers, et on oublie en fait que tout ça se ramène à des flux physiques, on l'a oublié. Et donc, avec le bilan carbone, on va tout ramener on va retrouver, retracer l'ensemble des flux physiques qui ont un impact sur l'environnement et qui ont un impact plus précisément sur les gaz à effet de serre. Donc, en fait, le bilan carbone, c'est une photo à un instant T de ces flux et de ces émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas l'objectif en soi. L'objectif, après, il y en a deux. Une fois qu'on a fait cette photo-là, le premier objectif, c'est de se fixer après des actions pour réduire ce bilan. Donc, c'est mettre en place des plans d'action, un plan de transition. On reviendra plus dans le détail plus tard en quoi ça consiste. Et le deuxième objectif, c'est d'étudier la vulnérabilité de l'entreprise, la dépendance de l'entreprise aux énergies fossiles. Pourquoi? On l'a vu récemment, l'augmentation des prix de l'énergie fossile est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte et qui peut arriver très rapidement et avec des exponentiels en termes de prix sur des périodes très courtes, très rapidement. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième cas de vulnérabilité qu'on va étudier, c'est le cas d'une mise en place d'une taxe carbone de façon généralisée. Aujourd'hui, il y a quelques entreprises qui sont effectivement dans le marché des quotas carbone et qui doivent prendre en compte ça. Mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Et donc, quand on fait un bilan carbone, on va aussi étudier la vulnérabilité de l'entreprise dans le cas où il y aurait une taxe carbone qui serait implémentée avec un coût, avec un prix du carbone. Et il y a déjà des entreprises aujourd'hui qui intègrent cette notion-là, ce critère-là dans leur critère de décision. Donc ça, c'est pour la grande définition. Alors, quand on parle en fait de bilan de gaz à effet de serre, de quoi on parle? On fait le bilan de quoi? Déjà, je voudrais revenir sur l'effet de serre, c'est quoi? On va revenir au début. En fait, autour de la Terre, vous avez une enveloppe gazeuse, donc l'atmosphère, c'est l'air. Et le Soleil nous envoie des ultraviolets et réchauffe la Terre. Et ça passe à travers l'atmosphère. Et la Terre, qui est réchauffée, va émettre, elle, des infrarouges. Et les gaz à effet de serre, on va revenir plus en détail lesquels ils sont, on les voyez un petit peu là, le dioxyde de carbone, le méthane, etc. Ces gaz à effet de serre vont capter ces infrarouges. Et c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui à la surface du globe une température agréable en moyenne à la surface du globe d'environ 15 degrés.
s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ce phénomène d'effet de serre, il ferait moins 18 degrés à la surface du globe. Donc, heureusement qu'on a ce fonctionnement naturel d'effet de serre à la surface du globe. Mars, par exemple, n'a plus d'atmosphère, il fait très très froid sur Mars. Donc, grâce à ce phénomène-là, on a une température agréable à la surface de la Terre. Alors, les ennuis, en fait, ils ont commencé à partir de l'ère pré-industrielle, quand on a commencé à découvrir le charbon, à l'exploiter, à avoir les industries qui fonctionnent avec du charbon, après les voitures qui utilisent du pétrole, etc. Puis après les élevages intensifs de ruminants. Et tout ça, en fait, ça vient rajouter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, ça vient accroître, amplifier ce phénomène d'effet de serre. Et donc, vous voyez bien le mécanisme d'une serre, du coup, il fait de plus en plus chaud au fur et à mesure qu'on rajoute des gaz dans cette atmosphère. Et en fait, on en rajoute tellement que vous voyez la courbe là à droite, on peut observer, donc depuis le début de l'ère pré-industrielle, un pic d'augmentation de température à la surface du globe. Donc une augmentation qui est sans précédent en termes de rapidité. Et les scénarios du GIEC nous prédisent, dans les différents modèles, dans le modèle, si on continue sur notre lancée, si on n'infléchit pas ce qui se passe, on peut aller jusqu'à des températures moyenne à la surface du globe d'environ de 4 à 5 degrés. Alors, juste petit rappel, le GIEC, c'est quoi? Il y a une synthèse qui est sortie lundi, donc on a un petit peu plus entendu parler. Le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. J'insiste sur intergouvernemental, c'est les États, en fait. Donc, c'est des chercheurs, des scientifiques qui représentent les États. Parfois, je suis aussi animatrice de la fresque du climat et parfois, quand on reçoit des participants, ils disent « Oui, mais le GIEC, c'est controversé. » Non, le GIEC, c'est pas controversé, c'est les États, en fait. C'est les membres de l'ONU, en fait, qui sont 195 pays membres de l'ONU qui font partie du GIEC et qui font participer des scientifiques de leur pays. Et donc, non, c'est donc un consensus scientifique international qui n'a pas de controverse. Et dans le rapport de 2021 qui est sorti, le GIEC disait qu'aujourd'hui, on est 100% sûr que ce qui se passe, vous voyez, l'augmentation de cette courbe, elle est à 100%, c'est dû aux activités humaines, il n'y a pas d'autre explication. C'est complètement dû à ça. On n'était pas sûr sur les rapports d'avant, c'était 90%, mais là, maintenant, on est vraiment sûr à 100% ce qui se passe, c'est dû à l'homme. Alors, après, on pourrait se dire, 2 degrés, 5 degrés, quelle importance, c'est bon, s'il fait 25 ou 27 autour de la piscine, ça change. Oui, alors, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on ne parle pas de météo, on parle de climat. Donc, on est sur des moyennes, sur des longues périodes. Et donc, si vous posez la question, il faisait combien la surface du globe, la dernière ère glaciaire? Donc, c'était il y a 20 000 ans à peu près. Vous voyez, à gauche, c'est une photo de pingouins. C'est des grottes qu'il y avait à Marseille. On peut retrouver des photos de pingouins. Donc, il y avait des pingouins à Marseille il y a 20 000 ans. Dans le nord de l'Europe, on avait 3 km de glace. On pouvait aller à pied en Angleterre parce que la mer, elle était 120 mètres plus bas. Et donc, à ce moment-là, à votre avis, c'était quoi à la surface du globe, la moyenne de température? Et donc, la réponse, c'est moins 5 degrés. Donc, il y avait juste 5 degrés d'écart en moyenne à la surface du globe. Donc, quand on dit on veut limiter à 2, c'est déjà potentiellement un impact important. Et vous imaginez, la dernière déglaciation, elle s'est faite sur 10 000 ans. Là, on a les 4-5 degrés possibles à la fin du siècle. Donc, on les a pris c'est 2 siècles, entre le début de l'ère pré-industrielle et la fin et d'ici 2100. C'est une augmentation de température en 2 siècles simplement. Donc, des impacts qui sont potentiellement colossaux. Et d'ailleurs, on les voit déjà. On est aujourd'hui on entend lié à la sécheresse depuis 2 ans en France. On a eu pas mal d'événements, les méga-feux, etc., les communes privées d'eau, etc. Donc, il y a déjà des impacts colossaux en France, et international, j'en parle même pas, dans le quotidien des choses qui se passent. Et c'est pour ça qu'il y a eu un engagement international en 2015, l'accord de Paris, pour dire il faut limiter ce réchauffement à 2 degrés. Alors, ces 2 degrés, ce n'est pas un seuil scientifique à partir duquel tout bascule. Ces 2 degrés, c'est un seuil politique qui a été décidé. Et donc, l'objectif pour tenir ces 2 degrés, c'est il faut qu'on soit à la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire que tous les pays s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour arriver à une neutralité carbone en 2050.
Ça, on voit que ça fait quand même une courbe un petit peu, genre piste noire, hein, donc il y a un petit peu de travail encore. Et cet engagement-là, il a été décliné dans les différentes stratégies nationales. Et en France, ça s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Et donc en France, il faut qu'on réduise d'environ 5% par an nos émissions de gaz à effet de serre. Pour vous donner une idée, pendant le Covid, on a réduit de 5% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il faudrait un Covid additionnel par an pour atteindre l'objectif. Voilà. Il y a un petit peu d'effort à faire encore. Alors, quand on va compter les gaz à effet de serre dans un bilan carbone, quel gaz à effet de serre on va compter? Alors, quand on dit carbone souvent pour désigner tous les gaz à effet de serre, parce qu'en fait, l'étalon, on va dire, déjà le gaz à effet de serre le plus émis, c'est le CO2, donc le dioxyde de carbone. Vous voyez que c'est pour 75% responsable des émissions humaines. Et donc, le CO2, le dioxyde de carbone, c'est émis quand on brûle du charbon, du pétrole, du gaz. C'est un pouvoir réchauffant, on dit PRG, donc pouvoir réchauffant global qui est le 1, et on va comparer après les autres gaz par rapport à celui-là. Donc, ensuite, vous avez le méthane. Le méthane, c'est notamment les ruminants qui émettent du méthane, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est culture du riz, une décharge qui est mal retournée. Enfin, voilà, tout ce qui est décomposition sans oxygène, décomposition anaérobie, ça émet du méthane. Il y a aussi toutes les fuites sur les exploitations pétrolières gazières. Voilà, c'est des fuites de méthane. Et donc, le méthane, c'est un pouvoir réchauffant qui est 30 fois pire que le CO2, 30 fois plus puissant. Ça reste moins longtemps dans l'atmosphère, vous voyez. Alors, quand on dit durée de vie, vous voyez la notion de durée de vie. Là, c'est le pouvoir réchauffant maximum. Après, ça reste dans l'atmosphère, mais c'est un moins d'impact. Donc, le CO2, ça va rester 1000 ans. Le méthane, ça va rester un peu moins. Mais c'est un pouvoir réchauffant plus important. Ensuite, vous avez le protoxyde d'azote. Ça, c'est un gaz qui est émis, en fait, quand on veut faire des cultures pour que ça aille plus vite, on met des engrais, et on met des engrais azotés. Et ça émet du protoxyde d'azote. Et ça, pour le coup, c'est quasiment 300 fois plus puissant que le CO2. Et ça reste des dizaines de milliers d'années, le temps de se désagréger. Donc, vraiment, c'est un gaz qui est extrêmement puissant. C'est aussi le gaz qu'on vous met quand on va vous opérer. Juste avant, c'est le gaz hilarant pour vous shooter un petit peu avant de vous faire opérer. Et enfin, il y a les différents types de gaz fluorés. Là, pareil, c'est un pouvoir réchauffant qui est assez phénoménal et qui reste vraiment extrêmement longtemps. Donc ça, c'est des gaz qui ne sont pas du tout à l'état naturel. C'est vraiment l'homme qui les a créés. Vous avez notamment ça dans tout ce qui est voilà, les appareils, enfin pour tout ce qui est froid. Voilà un petit peu. Donc, c'est tous ces gaz-là qu'on va aller repérer et qu'on va aller recenser dans un bilan carbone. Voilà. Merci Nadège. Alors justement, tu indiquais que les États avaient pris des engagements. Qu'en est-il de la réglementation, notamment au niveau de l'Europe et de la France? Et est-ce que les entreprises françaises ont pris le pas de réaliser leur bilan carbone? Alors, déjà au niveau de la France, effectivement, il y a une réglementation qui existe depuis 2010 avec ce qu'on a appelé le Grenelle notamment. C'est la loi qui porte engagement national sur l'environnement, mais on l'appelle plutôt Grenelle. On est plutôt connu sous ce nom-là. Et donc, en fait, effectivement, les entreprises qui, à partir de 500 salariés, sont soumises depuis 2010 à faire un bilan carbone sur ce qu'on appelle les scopes 1 et 2. Donc, c'est les émissions directes et les émissions indirectes liées à l'électricité. Et elles devaient faire un plan d'action sur ce bilan carbone et avec l'obligation de refaire ça tous les 3 ans. En 2015, il y a la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui a passé la fréquence à 4 ans et qui a commencé à instaurer une sanction à 1 500 € et l'obligation de publier cette information sur le site de l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de développement pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie.
Ensuite, il y a eu la loi énergie-climat, la LEC, et là, on a fait un focus sur le plan d'action qui parfois était fait un petit peu au hasard. Et donc là, on a renforcé le plan d'action qui devient un plan de transition, c'est-à-dire qu'on doit vraiment préciser quelles ressources on met, ressources humaines, ressources financières, se fixer des objectifs, etc. Et on commence à avoir une sanction qui est un peu plus importante, même si ça reste quand même un peu anecdotique. Et donc, on est sur une sanction à 10 000 € et 20 000 € en cas de récidive. Et enfin, au niveau France, on a eu le décret du mois de juillet 2022, qui est applicable depuis le 1er janvier 2023. Et donc là, en fait, on a élargi le périmètre pour le bilan carbone. Avant, on était juste sur un scope 1, scope 2, et maintenant, c'est obligatoire de faire sur l'ensemble des émissions, directes et indirectes. Donc ça concerne juste les entreprises. Au niveau du sirène, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ça, c'est pour la réglementation française. Alors effectivement, pour répondre à ta question, en fait, aujourd'hui, on a environ, alors il y a une étude qui a été commandée par l'ADEME, on a à peu près 40% des entreprises qui font leur bilan carbone, des entreprises obligées qui font leur bilan carbone, et on est à peu près à 20% pour tout ce qui est collectivité. Là, c'est vrai que je n'ai pas mis les notions pour les collectivités, mais donc voilà, donc on a quand même un faible niveau d'application. Mais ça, il y a donc c'est les DREAL qui vont vérifier si c'est appliqué ou pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État n'a pas forcément mis les moyens pour aller vérifier et faire en sorte que ce soit bien fait. Mais ça, il y a vraiment en ce moment des réflexions à ce sujet pour que ça soit plus suivi. Alors après, quand même, il y a un programme au niveau de la BPI qui incite les petites entreprises, donc les PME, à faire ce bilan carbone. Et on a, depuis le lancement de ce programme, en 2022, il y a eu un nombre vraiment important d'entreprises qui ont suivi ce programme. Donc, il y a quand même une nouvelle tendance qui est assez enthousiasmante de voir que les PME se mettent vraiment à faire leur bilan carbone. Donc ça, c'est pour la France. Et donc, au niveau européen, il y a une nouvelle directive qui va sortir. Vous avez peut-être entendu parler, la CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, avec trois dates. Donc, je vais les faire apparaître, effectivement. Donc, pour les entreprises éligibles DPEF, donc c'est sur les données 2024 à publier en 2025. Puis après, voilà, chaque année, on élargit le périmètre. Donc, après, ce sera les entreprises de plus de 250 salariés, donc ça élargit quand même pas mal le scope. Et même les PME cotées vont être éligibles à partir de 2026 sur les données 2025, y compris les petites PME, vous voyez. Donc ça, c'est quand même un pas colossal au niveau de la réglementation européenne, d'obliger vraiment tout le monde à aller faire ce bilan carbone et ce plan de transition. Alors, pour vous détailler un petit peu ce que demande la directive, donc là, on va être vraiment sur la même façon l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, scope 1, scope 2, scope 3, émissions directes et émissions indirectes. Et on va demander à l'ensemble des entreprises de faire une trajectoire de décarbonation qui soit compatible avec l'accord de Paris, donc neutralité à 2050. On va même plus loin, c'est-à-dire qu'on leur demande d'établir cette trajectoire de décarbonation en se basant, dans le temps possible, sur les objectifs basés sur la science. Donc, il y a l'initiative Science Based Target, mais je ne vais pas insister là-dessus parce que je crois qu'il y a un autre webinaire demain qui en parle. C'est ça, on le traitera demain, oui. La directive, elle demande également de faire des scénarios, et à minima 2 scénarios, c'est-à-dire que pas se dire, OK, je me fixe un objectif à 2050, et en gros, je ne sais pas trop comment j'y vais, ou vaguement, mais de se fixer des objectifs intermédiaires, et donc d'avoir à minima un objectif à 2030 et à 2050. Et puis après, elle incite vraiment sur, OK, c'est quoi ce plan de transition? Il y a quoi dedans? Donc, quel est le plan de financement? Quels sont vraiment les moyens financiers? Et quels sont les moyens humains? Avec vraiment d'expliquer la gouvernance, le niveau de compétence et d'expertise des personnes qui vont être en charge de déployer ces plans de transition. On va arrêter de mettre n'importe qui, pas formé sur ces sujets-là. Il faut vraiment montrer qu'on a mis les bons experts, les bonnes compétences sur la mise en place de ce plan de transition.
et bien sûr de décrire le plan de progrès, ce qui a été fait dans le passé et comment on a réussi, pas réussi, et comment on va vraiment détailler l'atteinte vers les objectifs qu'on s'est fixés. Donc voilà, donc vraiment on rentre dans un niveau de détail et d'exigence qui est quand même une marche sans précédent. Alors justement, je suis une entreprise française et je veux me lancer et je dois me lancer pour réaliser mon bilan carbone. Quelle méthodologie je dois suivre? On parle de la méthodologie ADEME, on parle du GHG protocole, et quelles sont les étapes pour réaliser mon bilan carbone sur l'ensemble des 3 scopes? Oui, alors effectivement, il y a plusieurs notions qui sont parfois un petit peu mélangées. Enfin, voilà, on utilise un terme pour un autre. Alors, bilan carbone, c'est quoi? En fait, c'est une méthodologie qui a été créée par quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui commence à être un petit peu connu. Et il a créé cette méthode en 2003. À l'époque, il travaillait pour l'ADEME et donc il a créé la première méthodologie d'inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est devenu une marque et une méthodologie qui appartient à l'ADEME. Donc, c'est une marque déposée. Cette méthodologie, elle a une étape importante qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres. C'est la sensibilisation aux enjeux énergie-climat. Donc, quand on commence un bilan carbone avec la méthodologie de l'ADEME, on commence par former les équipes aux enjeux énergie-climat. Et puis ensuite, il y a effectivement le périmètre d'analyse, la collecte, l'exploitation, comment on va revenir sur l'ensemble des étapes, je ne vais pas y passer trop de temps. Et donc ça, si vous allez vous former à l'IFC, donc l'Institut français du carbone, vous allez apprendre la méthodologie bilan carbone. Ensuite, vous avez le GHG protocole, effectivement, qui a été, donc c'est Greenhouse Gas Protocol, qui a été élaboré par le World Business Council for Sustainable Development. Donc, c'est un groupement de dirigeants, il y a à peu près 200 dirigeants du monde entier qui réfléchissent sur les sujets de durabilité. Et le World Resource Institute, qui est une organisation américaine, qui est une centre de recherche sur ces sujets-là également. Et donc, ils ont développé cette méthode en 2004. Donc, pareil, on est sur l'ensemble du scope 1, 2, 3. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la méthode qui est la plus utilisée à l'international. Et si vous voulez vous engager dans une démarche SBT, on en parlerait demain, donc une démarche basée sur la science de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre avec un objectif de neutralité à 2050, vous devez avoir une base, enfin un bilan carbone basé sur le GHG protocole, parce que c'est à partir de là que la trajectoire se fait. Et enfin, vous avez le BGS ou BGSR, donc c'est bilan des émissions de gaz à effet de serre réglementaire. Donc ça, c'est vraiment la notion de réglementation, on parle de BGS. Et donc, c'est la méthode réglementaire française. Et donc, pour les entreprises non soumises à DPF, on est sur le scope 1 et 2. Et pour les entreprises qui sont soumises à DPF, donc aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2023, comme je le disais tout à l'heure, on est donc sur l'ensemble des émissions directes et indirectes. Alors, cette méthodologie, enfin, cette réglementation française, quand elle a été mise à jour en juillet, ça a permis de la mettre aussi en conformité avec la méthode ISO, qui est aussi une norme internationale de quantification des émissions de gaz à effet de serre. Alors, les étapes. Donc, comme tout beau projet, quand on commence un bilan de gaz à effet de serre, il faut commencer par un cadrage, une phase de cadrage, et bien entendu de dire, voilà, nommer un chef de projet, nommer une équipe. Ça, c'est quand même la base, c'est quand même mieux. Et puis après, on va définir, première étape, définir le périmètre organisationnel. Alors, c'est quoi le périmètre organisationnel? Déjà, on va se placer au niveau du SIREN, comme je le disais tout à l'heure, donc de l'établissement, de l'ensemble des établissements, des installations, des équipements qui sont contrôlés par la personne. Et là, on a principalement 2 options. Soit on va se positionner en contrôle financier, c'est-à-dire l'ensemble des installations et des équipements qui sont possédés par l'entreprise, soit ce qu'on va appeler contrôle opérationnel, c'est l'ensemble des installations et des équipements qui sont exploités par l'entreprise. Dans la plupart des cas, on va plutôt être dans le contrôle opérationnel. Il y a assez peu de cas où on est où ça va être plus intéressant d'être en contrôle financier. Donc vraiment, on est plus souvent dans les équipements, enfin l'ensemble de ce qui est exploité par l'organisation. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on va définir dans le cadrage l'année de référence et l'année de reporting. Alors, l'année de référence, c'est la première année où on fait son bilan carbone.
Et c'est à partir de là qu'après, on va comparer par rapport quand on va refaire notre bilan, soit en N+1, soit en N+4 à minimum, pour être en conformité avec la loi. Et on va éviter de changer cette année de référence, sauf voilà, cas particuliers de changement majeur de périmètre, grosse acquisition, etc. Mais sinon, on va garder cette année de référence. Et ensuite, l'année de reporting, c'est l'année où on va aller chercher la donnée. En fait, là, on est par exemple en 2023, et donc l'année de reporting, aujourd'hui, on fait des années de reporting sur 2022. Je vais aller chercher la donnée de l'entreprise sur l'année fiscale, janvier à décembre 2022. C'est ça mon année de reporting. Et je vais publier soit en 2023 ou au plus tard à 2024. Donc, j'ai jusqu'à 2 ans pour publier. Voilà, donc, c'est la différence entre année de référence, année de reporting et année de publication. Donc ça, c'est pour le cadrage. Une fois qu'on a fait ce cadrage, on va aller chercher quelles sont les sources d'émissions. Et donc maintenant, on va s'attaquer au périmètre opérationnel. C'est quoi le périmètre opérationnel? Alors, vous avez cette notion de scope 1 et 2. Donc, je disais les émissions directes, scope 1, les émissions indirectes associées à l'énergie, scope 2. Et avec la nouvelle réglementation, maintenant, ça s'appelle plus scope, ça s'appelle catégorie. Catégorie 1 et 2. Bon, là, jusqu'à maintenant, ça ne change pas grand-chose. Là où ça change un peu plus, c'est sur ce qu'on a appelé le scope 3, qui maintenant se sépare en 4 catégories. Et on les a synthétisées. Catégorie 3, c'est tout ce qui est lié au transport. Catégorie 4, c'est tout ce qui est lié aux produits achetés. Catégorie 5, c'est tout ce qui est lié aux produits vendus. Et catégorie 6, c'est tout le reste. Donc, on va aller recenser tout ça. Et pour recenser tout ça, ce qu'on fait, c'est une cartographie des flux physiques de l'entreprise. Donc, on va aller chercher les factures d'électricité, on va aller faire des enquêtes de comment les salariés se déplacent pour aller au travail, comment ils vont chez leurs clients, c'est quoi ma sous-traitance, c'est quoi qu'est-ce que j'achète, et jusqu'à l'utilisation des produits, qui est souvent un peu négligée dans les bilans carbone, aller jusqu'à voilà, c'est quoi l'impact de l'utilisation des produits chez mes clients et la fin de vie de mes produits. Donc voilà, aller chercher tous ces éléments-là en flux physique. Donc, on est sur des données en temps de kilomètres, on est sur du poids, on est sur voilà, des joules, etc. Donc, ramener tout à des données physiques et à des flux physiques. C'est cet inventaire-là qui est essentiel dans le bilan carbone. On commence par ça. Une fois qu'on a fait ça, on va établir le périmètre de déclaration. C'est quoi le périmètre de déclaration? C'est les émissions directes et indirectes significatives. Donc, si je reprends ce qu'on vient de voir à l'instant, donc on reprend tout ça, et on va les prendre soit 100%, donc tant mieux ceux qui font 100%, mais à minima, la loi elle nous dit qu'il faut prendre à minima 80% de ces émissions indirectes. Les émissions indirectes significatives, il y a une méthode pour les déterminer. Je ne vais pas rentrer là-dedans. S'il y a des questions à la fin, je pourrais y revenir. Mais si je commence à rentrer là-dedans, on va peut-être pas passer trop de temps. Donc, voilà, j'y reviendrai si vous avez des questions. Une fois qu'on a qu'on a déterminé le périmètre de déclaration, on va aller donc chercher la donnée. Donc, on va aller chercher, comme je le disais, les données en tonnes kilomètres, par exemple. Donc, on parle de données d'activité. À chaque flux, il y a une donnée d'activité et il y a un facteur d'émission associé. Donc, par exemple, une voiture qui roule au diesel ou qui roule à l'essence, ce n'est pas le même impact. Donc, on va aller déterminer les facteurs d'émission qui sont associés. Et on va établir, vraiment écrire, suivre les hypothèses qui sont associées à chacune de ces données d'activité. Et bien garder, vraiment, il faut garder, justifier, tracer pourquoi on a choisi cette information-là. Un bilan carbone, c'est plein d'incertitudes. Donc, parfois, on n'a pas les données réelles, on va faire des estimés, on va faire des hypothèses. Donc, bien garder pourquoi on a pris ces hypothèses-là, puisque quand on va revenir, même à N+1, parfois, on ne se souvient plus pourquoi on a choisi ça. Et encore pire, si on fait que le réglementaire à N+4. Donc, vraiment, il est crucial de bien tracer pourquoi on a sélectionné telle ou telle donnée. Et puis après, on rentre tout ça dans la machine et on fait un petit calcul. Donc, on va multiplier les données d'activité par les facteurs d'émission et on va sommer tout ça et ça va nous donner notre bilan. Et là, on va voir se dégager des postes qui sont plus importants que d'autres et on va pouvoir commencer à faire nos analyses, nos comparaisons si on a déjà fait un bilan sur l'année passée. Donc ça, c'est notre photo dont je parlais tout à l'heure. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à mettre en place le plan de transition. Donc, sur les postes gaz à effet de serre,
Et donc, ce plan de transition, donc là, pareil, je vais préciser un petit peu. Donc, le plan de transition, comment il s'organise? Donc, on fait, si on a déjà fait un bilan avant, le bilan des actions sur la période passée, quels résultats on a obtenus, quelles actions on a réussi à mettre en place, celles qu'on n'a éventuellement pas réussi, et dans ce cas, pourquoi, ou pas complètement, donc justifier de pourquoi on n'a pas réussi à tout mettre en place. Et ensuite, on va se reprojeter pour la suite. Donc, on va définir des actions immédiates, prioritaires et stratégiques. Immédiates, c'est par exemple, ce n'est pas forcément des actions qui sont hyper impactantes, mais ça permet d'engager l'entreprise, de montrer que l'entreprise, elle se met en marche. Donc, typiquement, ça va être éteindre les lumières. Voilà, ça n'a pas énormément d'impact, surtout en France, mais puisqu'on a l'électricité qui est assez peu carbonée en France, mais normalement, ça permet d'engager tout le monde. Après, des actions qui peuvent être prioritaires. Donc là, ça va être, par exemple, commencer à réfléchir à l'éco-conception de mes produits. Donc, c'est plus impactant. C'est un peu plus long. Et puis après, des actions plus stratégiques qui vont être, pareil, à une échéance un petit peu plus long terme encore. Ça va être, par exemple, de transformer mon business model et de dire, je ne vais plus vendre des produits, mais je vais vendre plutôt un service voilà, donc changer, par exemple, de modèle de commercialisation. Ça, c'est des réflexions plus stratégiques et ça a des gros impacts après en termes de fonctionnement et d'impact sur les gaz à effet de serre. Voilà, donc, ça peut distinguer ces 3 types d'actions. Et puis après, de toutes ces actions, on va déterminer le volume qui est attendu de réduction, bien entendu. Et on va mettre tout ça de manière très organisée dans un plan à 2030, à 2050, en ayant bien en tête l'objectif qui est de 40% de réduction d'ici 2030 par rapport à 90, ou d'ici 2050 divisé par 6. Donc ça, c'est les objectifs de la SNBC. Mais attention, on est un petit peu en retard parce que l'Europe, avec l'Europe, maintenant, on a l'obligation d'être voilà, c'est la sortie le Fit for 55. Donc, c'est être plutôt à moins 55% d'ici 2030. Et là, pour l'instant, ça n'a pas encore été décliné dans la réglementation française, mais c'est clairement l'objectif d'être plutôt à moins 55% d'ici 2030. Alors, bien entendu, ça, c'est les objectifs nationaux et ils se déclinent en fonction des secteurs. Donc, tout le monde n'est pas obligé de la même manière. Donc voilà pour le plan de transition. Et puis, une fois qu'on a tout ça, il s'agit de publier. Donc, le format de restitution, c'est soit en BGS, bilan carbone GAG, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, il y a l'obligation de publier en ligne sur le site de l'ADEME ou dans les reportings de durabilité, DPEF ou CSRD pour ceux qui sont obligés. J'en profite, Nadège, parce que je vois qu'on a 2 questions par rapport aux différentes méthodologies. Une personne qui nous dit « Je croyais que la méthode bilan carbone était la méthode réglementaire française. Je n'ai pas bien compris la différence entre le bilan carbone et le BGSR. Est-ce que tu peux repréciser ?» Alors, le bilan carbone, c'est la méthodologie ADEME. Et il y a des petites différences, effectivement, avec la réglementation. BGS, c'est vraiment la réglementation. Je pourrais vous montrer tout à l'heure une synthèse des postes qui sont pris dans un cas, pas dans l'autre. C'est des micro-détails et surtout le bilan carbone, voilà, on va assister sur la partie formation en amont qui n'est pas forcément dans la méthode réglementaire. Voilà. Puis il y a des petites différences de comptabilisation, mais globalement, on va aller chercher à peu près les mêmes éléments. Simplement en termes de terminologie, bilan carbone, c'est une marque de l'ADEME et BGS, c'est la réglementation. Et un autre participant qui nous demande comment se former à la méthodologie GAG protocole. Bonne question. Alors, quand vous êtes formé par l'IFC, vous avez les outils de l'IFC. En sortie, vous avez effectivement des correspondances. Donc, votre reporting, il peut sortir également en format GHG. Donc, vous avez les outils de correspondance. Donc, à ce titre-là, vous avez également les éléments. L'IFC, c'est l'Institut... Sinon, il y a une méthodologie. L'Institut français du carbone. Oui, voilà. Tout à fait. Et après, avec le GHG, vous avez les méthodos en fait, qui sont disponibles. Vous pouvez vous former vous-même déjà. Vous avez des méthodos qui sont disponibles sur le web pour aller voir les différences et vous former à la méthodologie GHG, tout simplement. Très bien. Merci Nadège. On reviendra sur le reste des questions après. Je voulais juste répondre à celle-là. Alors, on voit beaucoup d'outils en ligne émerger là, depuis quelques temps, d'outils de calcul carbone. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont une vraie utilité? Alors,
Effectivement, j'en découvre tous les jours des outils. Donc oui, il y a effectivement explosion du nombre d'outils. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'effectivement, désolée pour la lumière, un outil, ça ne fait pas tout. Un outil, ce n'est pas magique, ce n'est pas le plus important, qui est en amont déjà de faire, par exemple, la cartographie des flux. La carto, l'outil ne va pas vous le faire. Alors, vous avez des outils sectoriels qui vont vous dire, effectivement, par rapport à votre secteur, c'est ça les postes les plus importants. Donc, c'est bien parce que ça permet d'être sûr qu'on n'a pas passé à côté de quelque chose d'essentiel. Néanmoins, chaque entreprise est un cas particulier et c'est absolument nécessaire de passer par cette étape-là de cartographie des flux. Autre chose que ça ne fait pas, ça ne vous dit pas où aller chercher la donnée, de savoir si c'est dans un système d'information, de savoir si c'est dans la tête de quelqu'un, si c'est une facture, si c'est dans un Excel caché dans un coin, etc. Donc, voilà, donc il y a pas mal de choses que l'outil, il ne va pas vous faire et il faut forcément y passer un peu de temps humain. Voilà. Après, un outil, c'est bien. Si vous avez un process qui est mature, ça fait plein de choses. Donc oui, un outil, mais à partir du moment où vous avez déjà un process qui est assez mature, et donc moi, je vous conseille au tout début de fonctionner plutôt avec un Excel qui est souple, qui est pratique, qui permet d'évoluer sur la méthode. Après, un outil logiciel, oui, ça permet de faire pas mal de choses qui sont très utiles quand on a un process mature. Mais déjà, commencer par se poser la question de qu'est-ce que vous voulez en faire de cet outil, enfin, pourquoi vous en avez besoin. Est-ce que vous en avez besoin juste pour un bilan carbone? Dans ce cas, il y a effectivement plein de petits outils qui ont émergé pour faire juste du bilan carbone. Est-ce que vous voulez, si vous êtes soumis à des DPEF, voilà, aller chercher d'autres types de données, pas que de la donnée carbone. Donc là, ce n'est pas les mêmes outils forcément. Ça peut, mais pas toujours. Il y en a qui font les deux, pas tous. Et après, poser même la marge d'après, qui est la CSRD, où on va être sur un niveau de qualité de la donnée exigée, de la donnée extra-financière, au même niveau que la donnée financière, et avec des exigences de délai de publication calées sur les reportings financiers. Donc là, c'est pareil, ça va être encore une autre marche, et peut-être que dans certains cas, il va être peut-être intéressant de se poser la question, est-ce qu'on ne va pas aller sur les mêmes outils que les outils de la finance? Donc, voilà, donc vraiment, les outils, ça va vraiment dépendre de où vous en êtes, de ce que vous voulez en faire. Et ça, effectivement, il n'y a pas une réponse, une bonne réponse, il y en a une pour chacun plutôt. Après, un outil, ça permet de faire pas mal de choses. Première chose, c'est la traçabilité de la donnée. Donc, c'est quand même, vous avez vu, il y a beaucoup d'informations très pointues, très techniques, et voilà, il faut pouvoir tout justifier, tout tracer, tout retrouver dans le temps. Avoir la piste d'audit, il y aura la vérification par un OTI, donc pouvoir justifier de tout ce qui est toutes ces données-là. Donc oui, avoir un outil, ça permet effectivement de tracer tout ça et de le garder dans le temps plus facilement. Et ça, c'est très pratique parce que dans Excel, c'est vrai que c'est un petit peu l'enfer. Ensuite, l'outil, ça vous permet d'automatiser la collecte, de créer des campagnes d'ouverture, de fermeture, de créer des workflows avec des contrôles de cohérence sur la donnée, etc. Ça vous permet aussi, quand il y a des systèmes d'information, voilà, de faire des flux avec certaines autres applications, donc d'aller chercher la donnée de manière automatisée. Donc voilà, ça permet ça aussi, et donc de gagner du temps. Donc quand on va être sur effectivement les bilans faits tous les ans et jusqu'à la CSRD, c'est absolument nécessaire d'avoir ce type de choses. Sinon, vous allez passer votre temps à faire du reporting. Ce qui est déjà un petit peu souvent le cas dans les équipes. Ensuite, un outil, ça permet d'avoir des facteurs d'émission. Donc là, effectivement, ça peut permettre, tous ne l'ont pas, mais ça peut permettre ça. Et effectivement, des outils sectoriels qui proposent d'intégrer des facteurs d'émission. Et ça, c'est quand même pratique. Donc, l'outil de l'ADEME intègre, bien entendu, plein de facteurs d'émission, mais pas tous. Et donc, il faut parfois aller les chercher. Et donc, ça peut être bien d'avoir un outil sectoriel qui vous propose des facteurs d'émission appropriés. Voilà. Et puis enfin, moi, ce que je vois comme ce que ça permet de faire, c'est de tout ce qui est agrégation, production de graphiques beaucoup plus facilement et de manière automatisée, de pouvoir vraiment manipuler la donnée dans tous les sens, faire des consolidations selon certains axes, etc. Donc vraiment, c'est très pratique pour ça. Donc voilà. Après, attention, je mets attention à l'effet boîte noire.
il faut que ça soit vraiment évolutif, quoi, que ce soit à votre main. Et il ne faut pas qu'en fait, ça vous mette plus de charge quand vous cherchez à faire évoluer l'outil que si vous n'aviez pas d'outil. Donc, attention quand vous étudiez les outils, à bien les demander comment je fais pour retracer, moi, où je fais pour retrouver ma donnée, d'où elle vient, la traçabilité, comment je fais pour tout retrouver, et comment je fais pour faire évoluer mon outil. Est-ce que j'ai la main pour? Ou est-ce qu'il faut que je repasse à chaque fois? Est-ce que c'est compliqué de repasser par l'éditeur, etc. Dans ce cas, effectivement, ce n'est pas forcément toujours un gain. Donc, ça étudie. Merci Nadège. À t'entendre parler, le bilan carbone, ça peut paraître complexe, dense. Je me dis que pour les entreprises qui sont les moins matures sur le sujet, ça peut être intéressant d'être accompagné par un expert. Quelle est la valeur ajoutée justement des experts carbone dans l'accompagnement des entreprises qui veulent se lancer notamment? Oui, effectivement, pour un premier bilan carbone, au moins, ça me paraît tout à fait nécessaire de se faire accompagner parce qu'il va justement vous enseigner la méthodologie, vous dire là où faire attention, pointer ce qu'il ne faut pas oublier, impliquer, enfin, penser à impliquer tout le monde, voilà, vraiment pointer du doigt ce qu'il faut faire. Donc, pour un premier, ça me paraît complètement nécessaire. Après, pour la mise à jour, ça me paraît quand même très intéressant d'avoir au moins une personne qui soit formée pour déjà suivre les plans d'action dans le temps et pour les mises à jour des bilans, autant que possible, faire des mises à jour tous les ans. Et puis après, pour faire des mises à jour complètes, obligatoires. Donc, voilà, ça me paraît bien d'avoir quelqu'un en interne qui soit également formé au bilan carbone. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que attention, l'objectif d'un bilan carbone, parfois on voit ça, on voit des bilans carbone avec des chiffres après la virgule. C'est pas ça du tout, hein, l'objectif d'un bilan carbone. L'objectif, c'est d'avoir des grands ordres de grandeur. L'objectif, c'est d'avoir un plan de transition qui soit pertinent, qui soit sur les bons postes. Donc, cherchez pas à faire un bilan carbone qui soit précis, cherchez à faire un bilan carbone qui soit exhaustif, qui soit juste. Et ça passe, je le répète, par la carto au début, d'avoir fait un inventaire précis et d'avoir pris l'ensemble des émissions directes et indirectes. Peut-être juste avant aussi, pour revenir, on voit parfois, sur le point précédent, on commence à avoir des directions achats qui commencent à comparer les entreprises sur leur bilan carbone. Attention, non, ce n'est pas du tout fait pour ça. Un bilan carbone, c'est un outil stratégique interne de pilotage. C'est un outil certes de reporting et de pilotage de la décarbonation, mais ce n'est pas un outil pour comparer, puisque dans les Scope 3, aujourd'hui, tout le monde ne prend pas en compte encore la même chose, même si on va vers de plus en plus d'exhaustivité. Voilà, donc attention à ne pas chercher forcément à comparer les entreprises entre elles sur leur bilan carbone. En autre recommandation, je crois que j'ai déjà dit, mais je le répète, même si vous n'êtes pas éligible au nouveau décret qui oblige à faire l'inventaire sur l'ensemble du périmètre, il est quand même recommandé dans la méthodologie V5 qui fait loi à l'ensemble des entreprises de faire le reporting sur l'ensemble des émissions directes et indirectes. Et c'est valable également pour les petites entreprises. C'est ce qui permet d'avoir un plan de transition pertinent. Sinon, on a vu des boîtes faire leur scope 1 et 2, et du coup, elles font un plan de transition sur scope 1 et 2, ça n'a pas de sens. Hein. En général, les 90% des périmètres d'entreprise, c'est sur le scope 3. Oui, c'est pour ça qu'on fera le dernier webinaire de la semaine, donc mercredi, sur le scope 3 et comment l'intégrer de manière pertinente dans la réalisation de son bilan carbone. Top, c'est essentiel. Alors, pour terminer, je dirais juste deux choses. Ne pas perdre de vue l'objectif. L'objectif d'un bilan carbone, c'est limiter le réchauffement climatique. Pourquoi je dis ça? Parce que je commence à voir parfois dans les plans de transition des choses où je me dis oui, on a oublié pourquoi on faisait ça. Notamment, il y a pas mal en ce moment une course au PPA, donc les Power Purchase Agreement, qui sont pour mettre des panneaux solaires en autoprod dans les entreprises. Et parfois, on voit des projets de mise en place de solaire sur des forêts. Et là, je dis, oui, dans le cadre
la décarbonation, on a besoin de puits. Voilà, les forêts ont un rôle dans la décarbonation. Elles absorbent nos émissions de CO2. Donc, si on commence à mettre du solaire sur des forêts, ça ne va pas nous aider. Donc, attention à garder en tête l'objectif. L'objectif, c'est de décarboner et donc de ne pas faire des actions qui vont un petit peu à contresens de l'objectif. En dernier point, je pense que vous avez tous perçu l'intérêt, effectivement, la nécessité de faire tout ça. Donc sur le carbone, mais je dirais attention, voilà, quand vous mettez en place vos plans d'action, aux impacts à côté. Il y a l'impact sur l'eau, il y a l'impact sur les pollutions, etc. Il y a la biodiversité. Donc le carbone, c'est essentiel. Les trajectoires de décarbonation, c'est essentiel. Mais il y a d'autres sujets. Attention, quand vous mettez en place vos actions, à ne pas avoir des impacts négatifs sur d'autres aspects. Voilà ce que je voulais dire. Merci Nadège. Alors, il nous reste 10 bonnes minutes pour répondre aux questions. La question du coût revient souvent. Combien ça coûte de faire un bilan carbone, notamment quand on est une petite entreprise? Question pas évidente. Alors, question pas évidente, effectivement, ça dépend de la taille de l'entreprise, du nombre d'installations, etc. Je peux quand même vous donner un ordre d'idée. On fait des missions à 12 000 € pour les entreprises. Et vous avez un programme au niveau de la BPI qui s'appelle le programme Décarbonation qui finance, donc vous pouvez rentrer dans ce programme et qui va vous financer en fonction de votre taille d'entreprise, du nombre de salariés que vous avez, qui va vous financer une bonne partie de ce projet. Donc je vous encourage à aller voir. Voilà, c'est un programme qui a énormément de succès, qui permet d'accélérer la transition pour les PME, parce qu'effectivement, il y avait pas mal d'obligations pour les plus grandes structures. Comme il n'y en avait pas sur les petites ne le faisaient pas, mais aussi parce qu'il y a moins de moyens. Voilà. Et donc la BPI permet d'accélérer ça et de permettre aux PME de se préparer aussi parce que leurs donneurs d'ordre leur demandent de plus en plus qu'est-ce que vous faites en matière de bilan carbone, et qu'elles vont commencer aussi à sélectionner les entreprises qui sont mises en transition. Donc, les PME voient bien aussi dans ce sens-là l'intérêt. Et donc, ce programme peut vous permettre de vous accompagner pour financer ce projet. Merci Nadège. Je reviens sur une question qui nous a été posée par rapport à la réglementation. Sur le nombre de salariés qui sont concernés. Est-ce que c'est par rapport à l'entité juridique ou par rapport au nombre total de salariés de l'entreprise? Je suppose que c'est au niveau de la CSRD et des entreprises qui sont concernées par les exigences de la CSRD. Oui, alors après, effectivement, il y a des notions de périmètre de consolidation. Donc, en fait, si au niveau d'une des entités, vous dépassez les seuils, vous êtes également obligé. Donc, je peux remettre, je ne sais pas si vous voulez que je remette le slide pour que ce soit plus facile. Ouais. Tac, je crois que c'était là. Donc, aujourd'hui, effectivement, on est donc les entreprises qui vont être soumises, les premières, c'est les entreprises qui sont soumises à la DPEF. Donc, on était sur des seuils tels que vous voyez en haut à droite. Ensuite, on va élargir à quasiment toute entreprise. Donc, il y avait donc plus de 250 salariés. Il y a un débat, alors je crois qu'il est en train d'être tranché, ça ne va plus trop tarder, sur est-ce que les SAS qui n'étaient pas éligibles avant à la DPEF vont l'être dans le cas de la CSRD. Ça penche très fortement du côté du oui. Ensuite, les PME, donc vous voyez, effectivement, c'est en fonction. Alors, il faut avoir au moins deux des trois critères, donc supérieur à 10 salariés et 70 cas de CA, ou 70 salariés et 350 K € de total bilan. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je suppose, oui. C'est très clair. De toute façon, on pourra y revenir. N'hésitez pas à aller sur le site de People for Impact. On a écrit tout un article justement sur les nouvelles exigences de la CSRD qui va être concernée et dans quelle mesure. Une question sur le scope 3. Un spectateur anonyme nous demande « Quid des achats de prestations de services dans le scope 3 ? Vous n'avez parlé que d'achats de produits, par exemple. Beaucoup d'entreprises recourent à l'intérim. Comment on le mesure ?»
Oui, alors produits et services, hein. C'est effectivement, c'est produits et services, tout ce qui est achat. Et toutes les entreprises concernées dans le cadre du bilan carbone, quel que soit leur secteur d'activité. Donc, oui, tout à fait. Voilà. Et une personne qui nous demande, étant dans un très grand groupe, est-il pertinent de faire un bilan carbone à l'échelle de mon service pour commencer et avoir un périmètre d'action à mon niveau? Alors du service, je ne sais pas. En revanche, ce qui se fait parfois, c'est des bilans carbone de produits ou du service vendu. Ça oui. Ou d'un événement, par exemple, d'un projet. Empreinte carbone d'un projet. Donc ça se fait. Alors au niveau du service de l'entreprise, je ne sais pas. D'un département, je sais que par exemple, il y a des grands groupes effectivement qui le font au niveau du groupe consolidé, mais qui le font aussi au niveau des entités. Alors, je ne veux pas citer des business units, entreprises, mais voilà, Bouygues par exemple le fait au niveau du groupe, mais également le fait au niveau de Bouygues Construction, Bouygues, etc. Bouygues Télécom, etc. Donc après au niveau du service, ça dépend de la taille. Enfin, j'ai un peu du mal à vous répondre comme ça, mais j'aurais plutôt envie de vous dire que ça aurait plutôt du sens de peut-être réfléchir au niveau peut-être du produit ou du service que vous commercialisez. Et comme j'ai pas le contexte, j'ai un peu du mal à répondre. Les subventions données par l'ADEME sont-elles uniquement pour le premier bilan ou aussi pour les mises à jour des bilans carbone? Oui. Alors, je parlais tout à l'heure de BPI. Il faut savoir que l'ADEME, maintenant, c'est un partenariat avec BPI. Donc, il n'y a plus l'ADEME tout seul dans son coin. C'est ADEME BPI, les subventions. Et oui, c'est que pour le premier bilan. Ce n'est pas pour les mises à jour. Tout à fait. Si vous avez déjà fait un bilan. Alors, vous pouvez quand même être éligible si jamais vous avez fait un premier bilan, mais pas sur tout votre périmètre. Dans ce cas, vous pouvez quand même demander à aller chercher la subvention. Une autre question de Cynthia. Avez-vous pu observer des impacts économiques positifs en complément de l'impact environnemental en mettant en place des plans de transition? Oui, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises le prennent d'ailleurs comme ça, hein, celles qui le font depuis un certain temps, qui le font correctement depuis un certain temps. C'est un différenciant. Et à ce titre-là, ça leur fait être plutôt choisies parce qu'elles ont vraiment pris en compte ça, pris en compte l'ensemble de leurs impacts et qu'elles en ont fait un plus produit, si je peux dire. Donc oui, et on a pu voir, alors il y avait eu des études qui montraient qu'effectivement les entreprises qui prenaient au sérieux ces sujets-là, qui les intégraient vraiment, avaient une meilleure performance. Tout simplement aussi parce que c'est commencer à s'intéresser alors là j'élargis bilan carbone et globalement aux enjeux de durabilité RSE, c'est aussi une meilleure prise en compte des risques, une meilleure prise en compte des vulnérabilités, une meilleure prise en compte des dépendances, et que quand on anticipe ces risques, quand on les gère bien, eh bien, c'est globalement qu'on maîtrise bien son entreprise, qu'on maîtrise bien l'ensemble de ses interactions, de ses flux, et que donc, on a une bonne gestion et globalement, en général, une meilleure performance. Donc oui, la réponse est oui. Et toujours justement sur le plan de transition, mais là je pense que c'est toujours du cas par cas et en fonction de l'entreprise. Karl qui nous demande si c'est vous, je suppose dans le cadre d'un accompagnement d'une entreprise, est-ce que c'est vous qui construisez le plan de transition ou c'est aux opérationnels de produire les actions de réduction d'émissions? Alors oui, quand on accompagne une entreprise, une mission bilan carbone, ça intègre le plan de transition. C'est complètement intégré. Enfin, faire un bilan carbone tout seul, ça ne sert à rien en fait. Si c'est pour rien en faire, ça vous donne une photo, ça ne sert à rien. Donc l'objectif d'un bilan carbone, c'est ce que je disais, de mettre en place un plan de transition. Et donc oui, complètement, ça fait complètement partie de la mission. Alors, ce n'est pas moi qui la ponds toute seule dans mon coin, bien évidemment. La connaissance, elle est dans les équipes. Donc, on va aller animer et faire accoucher des actions en faisant réfléchir les équipes par groupe, par thème, etc. Il y a pas différentes façons de faire, ça dépend en fait du contexte. Et d'aider à faire travailler sur les plans de transition en venant aussi amener parfois des idées parce qu'effectivement, on a eu des expériences de projets à côté dans d'autres secteurs ou dans le même secteur. Donc, on va aller pouvoir guider parfois
donner des idées, mais c'est bien l'entreprise qui va décider de son plan de transition et c'est la direction de l'entreprise qui va voter un plan de transition. Et donc là, effectivement, j'en profite, il est absolument nécessaire que la direction, au plus haut niveau, soit impliquée dans un bilan carbone. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, il n'y aura que des petites mesurettes qui vont être mises en place. Donc, il est absolument nécessaire que la direction, au plus haut niveau, soit impliquée, ait compris l'intérêt de faire ça, et participe aux ateliers de réflexion, déjà aux ateliers en amont, sensibilisation, aux ateliers de restitution et aux ateliers de réflexion sur les plans de transition. On fait aussi à la fin une restitution à l'ensemble de l'entreprise de ce qui a été proposé, décidé, pour impliquer après engager l'ensemble de l'entreprise. Donc oui, tout ça, ça fait clairement partie d'une mission bilan carbone plan de transition. Oui, donc implication de la direction au plus haut niveau, surtout d'un point de vue stratégique, et co-construction avec les opérationnels pour pouvoir vraiment les embarquer. Et une question sur vraiment un pan spécifique sur la méthodo concernant les postes, la mesure des postes déplacement domicile-travail qui est délicat à mesurer. Et Raphaël nous demande s'il existe d'autres moyens plus efficaces que l'enquête interne pour les mesurer. Après, je ne vois pas... Ouais, je ne vois pas plus efficace que l'enquête interne. Alors moi, ce que je préfère, effectivement, c'est l'enquête interne. Clairement, c'est là où on est plus précis. Après, on peut prendre des estimations. Quand on sait, pour les entreprises, c'est à peu près en général où habitent ses salariés. Par exemple, pour les entreprises parisiennes, on sait dire ce qui vient en transport en commun ou pas, etc. Donc, on peut s'en sortir avec des extrapolations, des hypothèses. Mais effectivement, l'enquête, ça reste un bon outil, même si je peux comprendre que effectivement, parfois, certains ne jouent pas forcément le jeu. Ça, pareil, ça fait partie du plan de transformation. Si déjà en amont, on n'arrive pas à récupérer les éléments de déplacement, voilà, ça fait partie de comment je commence déjà à engager mon entreprise. Et donc, peut-être que la première année, l'enquête, vous allez avoir peut-être peu de réponses. Vous allez partir sur des hypothèses. Tant pis, et puis après, vous allez présenter votre bilan carbone, vous allez commencer à présenter le plan de transition à l'ensemble de l'entreprise, vous allez commencer à engager tout le monde à un plan de communication. Et là, les gens vont commencer à comprendre pourquoi vous leur avez demandé ça. Et sans doute que l'année suivante, vous allez faire une communication un peu plus accentuée et que là, vous offrez plus de répondants. Donc, c'est pareil, on ne demande pas à tout le monde d'être parfait dès le premier coup. C'est impossible. Un premier bilan carbone, il est forcément hyper approximatif et hyper pas complet. C'est pas grave. L'idée, c'est de se mettre en marche et commencer à prendre des actions pour réduire. Et au fur et à mesure, on rend plus robuste, plus exhaustif et on implique et on engage et on accélère. Voilà. Donc, c'est pas grave si au début, c'est pas parfait, c'est jamais parfait. Oui, l'idée, c'est vraiment de s'engager dans une démarche d'amélioration continue. Oui, complètement. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Merci beaucoup. Je vais en prendre juste une dernière sur les référentiels sectoriels, parce qu'il y en a une sur le combien de temps ça prend de faire un bilan carbone. Je pense que c'est toujours un peu du cas par cas, en fonction aussi du niveau de maturité de l'entreprise et de son périmètre. Mais sur les référentiels sectoriels, est-ce qu'il y a par exemple un benchmark sur les émissions carbone par secteur d'activité? Alors, vous avez plusieurs choses. Au niveau de l'ADEME, vous avez des guides sectoriels. Au niveau du SBT, vous avez des guides sectoriels. Vous pouvez aussi vous rapprocher de vos fédérations qui ont souvent on produit des référentiels sectoriels, et globalement, pas que sur le bilan carbone, mais également sur le reporting RSE de manière plus large. Et après, je vous dis, voilà, des outils qui parfois proposent également des contenus avec des facteurs d'émission sectoriels. Merci beaucoup, Nadège. Avec plaisir. C'était très clair. Merci d'avoir participé à ce Trajectoire for Good.
Le webinaire a été enregistré et nous le diffuserons sur le site de People for Impact pour ceux qui souhaitent le revisionner ou le partager. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour le trajectoire for good numéro 2 dédié aux trajectoires de décarbonation et notamment SBTI. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.